Alors, le communicant suivant, donc, s'appelle Raoni Rocha, qui est maître de conférence donc, au Brésil. Et il doit attendre notre coup de téléphone dans une quarantaine de minutes. Mais lui, il a déjà fait le boulot. Mais je pense d'ailleurs, je le remercie parce que faire une vidéo comme vous allez écouter maintenant, ça ne se fait pas en 40 minutes. Donc, je pense qu'il a passé un petit peu de temps. Donc, bon, c'est sûr que 40 minutes écouter en face à face, c'est donc, surtout après la phase de restauration. Je vous invite à être attentif et un peu éveillé, parce qu'une vidéo de 40 minutes, ça peut par moment paraître un peu long. Ce que je vous invite aussi, c'est de noter vos questions sur des petits morceaux de papier. Parce que comme on va l'avoir par téléphone par la suite, c'est moi qui lirai les questions, si vous me le permettez. Parce qu'on ne pourra pas faire passer le micro dans la salle, sinon il ne pourra pas vous entendre. Donc si vous avez des questions, merci de les formaliser par écrit, et écrire à peu près lisiblement pour quelqu'un qui lit pas très bien comme moi. Bon, bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier l'occasion d'être là avec vous, même si avec un océan Atlantique de distance, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter et échanger un peu sur voilà, les questions du travail. Donc merci à Christophe Réal et puis l'OCNAM Pays de la Loire pour l'occasion. Je voudrais donc parler sur la question des espaces de débat sur le travail dans le regard de ma recherche de doctorat, donc, qui s'intitule « Entre le silence organisationnel et les espaces de débat sur le travail, les effets sur la sécurité et sur l'organisation ». Donc une recherche qui a été orientée par François Danielou et Vanina Molo et qui j'ai développé donc entre 2011 et 2014. Donc pour contextualiser un peu la recherche, il s'agit d'une entreprise de distribution d'énergie électrique et gaz en France, donc ORDF, GRDF du Pays de la Loire. On a une demande tout au début pour le développement de nos recherches à cause d'un faible retour d'expérience sur le terrain et puis pour développer, avec l'objectif de développer une culture de sécurité. Donc une demande qui a été faite par les deux pilotes opérationnels des deux entreprises. Bon, les enjeux de la recherche, c'était tout d'abord donc un éloignement des managers du terrain. Donc on trouve des managers qui sont beaucoup dans les bureaux pour développer leurs activités, mais qui sont presque jamais sur le terrain. En même temps, un management assez directif, dans le sens où il y a un groupe qui produit des règles dans leur bureau, éloigné du terrain, et puis qui font passer les règles du haut vers le bas, sans forcément faire avoir une connaissance du travail réel et puis une participation des opérateurs sur ces processus. On a donc par conséquent une surprocéduralisation, donc des managers qui font beaucoup de règles dans leur bureau et puis qui contrôlent donc le respect de ces règles par les opérateurs du terrain et qui donnent des sanctions pour les gens qui n'arrivent pas à respecter toutes ces règles. Dans un contexte comme ça, on aura forcément donc des conséquences sur le terrain. Et puis la première, c'est qu'on a une réduction du pouvoir d'agir des opérateurs de terrain qui n'ont pas des conditions en fait de sortir donc d'un système de gestion extrêmement restrictif et de la surprocéduralisation faite. Et puis une faible remontée du terrain où les managers, une fois qu'ils contrôlent en fait le respect des règles par les opérateurs, et moi, autant qu'opérateur, si j'arrive pas à respecter la règle, donc je serai éventuellement sanctionné à cause de ça. Moi, je remonte plus les situations terrain. Et puis, comme conséquence, on a donc une rupture du collectif de travail. D'un côté, les managers qui ont beaucoup d'indicateurs et de résultats à produire dans leur bureau, éloignés du terrain, et en production constante des règles.
Et puis, de l'autre côté, les opérateurs qui n'arrivent pas à avoir des règles pas toujours pertinentes, qui a toujours donc des contradictions ou injonctions contradictoires par rapport au système managérial et puis les règles, et qui sont contrôlés en fait pour respecter tout ça. Donc les gens qui n'arrivent pas à parler forcément du terrain d'un côté, et puis les managers qui ne veulent pas écouter le terrain de l'autre côté. Donc on a toutes les conditions pour produire ce que Morrison et Michelin appellent le silence organisationnel. Donc les situations où les opérateurs ne veulent pas parler sur le terrain, donc ils ne remontent pas les conditions réelles du travail, donc volontairement, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que en fait, l'organisation ne donne pas les conditions pour qu'ils remontent ces situations. Donc à partir de là, on a deux enjeux majeurs. Donc le premier, c'est de développer des espaces de discussion sur le travail ou d'instaurer la discussion formelle sur le travail. Et puis de l'autre côté, d'organiser les relations de pouvoir, ce que Pradine appelle la subsidiarité entre les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Donc la notion de la subsidiarité, elle vient de la science de gestion, et puis elle est liée à trois déterminants majeurs. Donc le premier, c'est qu'un niveau hiérarchique supérieur à l'entreprise, il est interdit de traiter les situations de terrain que le niveau hiérarchique inférieur est capable de traiter. La deuxième, c'est que le niveau hiérarchique supérieur est obligé à traiter les situations de terrain que le niveau hiérarchique inférieur n'est pas capable de traiter. Et puis le troisième déterminant, c'est que toutes les situations de travail doivent être traitées dans les niveaux hiérarchiques les plus bas possibles de l'organisation. Donc l'idée, c'était de développer les espaces de débat sur le travail régis par ces déterminants de la subsidiarité. Bon, les objectifs spécifiques de la recherche, c'est de structurer le débat autour du travail à travers le développement donc des espaces de discussion et l'organisation de la subsidiarité, comprendre les contributions et les conditions du débat structuré sur le travail, donc ce qu'on appelle un débat organisé par le principe de la subsidiarité, développer donc le travail d'organisation des tertiaires qui l'ont pris lorsqu'ils disent donc que toute organisation a une facette structurelle qui produit donc des règles formelles à partir des régulations froides, et puis on a un autre côté donc c'est l'organisation vivante qui produit donc des règles des métiers à partir des régulations chaudes. Et puis le but de cette recherche, c'était justement d'intégrer ou d'articuler l'organisation structurelle, donc la production des règles formelles à partir d'une bonne connaissance des situations de travail, des régulations chaudes. Et puis le développement d'une culture de sécurité intégrée, dans le sens en fait de comprendre qu'une culture de sécurité intégrée, donc c'est l'articulation entre la sécurité réglée, donc toute la production des règles dans l'entreprise, et puis la sécurité gérée, la sécurité faite dans le terrain, sur le terrain par les travailleurs. Bon, on a mis en place donc une méthodologie entre septembre 2011 et septembre 2014, où on a partagé dans deux phases, une phase d'expérimentation et puis une phase de pérennisation et généralisation. La phase d'expérimentation a été partagée dans trois sous-phases. Donc une première phase, c'était la phase du diagnostic et définition, ce qu'on appelait nous les situations à fort enjeu. On a développé l'analyse du travail, donc des observations, des activités, et l'entretien avec les opérateurs et les managers des 6 sites de l'entreprise. Donc 3 sites de l'entreprise de gaz qu'on appelle G1, G2, G3, et puis 3 autres de l'entreprise d'électricité, donc E1, E2 et E3, où on a développé donc l'analyse du travail et on a défini des situations qu'on appelle les situations à fort enjeu, les SAFE. Le but, c'était de prendre des SAFE et puis les mettre dans une deuxième phase
c'est la phase de traitement des SAFE, où on a pris 4 sites, donc des 2 entreprises, des gaz et électricité, où on a traité ces SAFE dans les sites G1, G2, dans l'entreprise des gaz, et E1, E2 à l'entreprise d'électricité. Et puis une troisième sous-phase dans la phase d'expérimentation majeure, c'était l'expérimentation d'un dispositif de mise en débat des situations, des SAFE en fait, sur un site particulier de l'entreprise d'électricité. Donc à partir de là, on a co-construit un petit dispositif de mise en débat avec les travailleurs de ces sites. Donc on avait un petit site de 6 travailleurs où on a mis en place cette petite boucle où les gens collectaient des situations du terrain, ce qu'on appelait les événements significatifs du terrain. Donc les gens remontaient ces situations auprès du manager de proximité. Le manager de proximité faisait un tri de ces situations pour les mettre en discussion dans la semaine suivante, dans une réunion déjà existante dans le groupe, s'appelait réunion de groupe. Donc c'est la 4e étape de ce petit dispositif. Donc l'idée c'était d'avoir un groupe qui remontait des situations de terrain à partir des photos. Donc le technicien il allait sur le terrain, il prenait une photo d'une situation qu'il considérait à risque. Il remontait la photo pour le manager de proximité. Et puis le manager de proximité faisait un tri à partir de quelques critères aussi qu'on peut en discuter après, pour les mettre en discussion dans la semaine suivante auprès de tout le groupe en fait. Donc à partir de là, on a eu toute une série de situations différentes. Ici un exemple, donc un tableau d'électricité qui a été détaché par l'habitant en fait de la maison pour faire des travaux. Il les met dans une chaise et puis pour faire la peinture du mur. Bon, donc l'électricien il trouve ça une situation un peu limite, un peu à risque, et puis il prend cette photo, il remonte pour la discussion collective. À partir de là, on a toute une série de discussions autour de cette question. Bon, on a eu donc une méthodologie qui a été comme un entonnoir, dans un format d'entonnoir depuis le début jusqu'à la mise en place des situations à risque, donc une phase qui a duré à peu près 2 ans au total. Et puis la dernière année de la recherche a été dédiée donc sur les formations auprès des managers et puis dans des différents sites de l'entreprise pour mettre en place des dispositifs similaires. Donc l'idée c'était à partir d'une boucle qui a été mise en place dans un dispositif, dans un site particulier, donc de former les managers des 2 entreprises pour mettre en place dans d'autres sites de l'entreprise. Et puis on avait donc des boucles de régulation régulières entre l'équipe des chercheurs, donc François Danielou, Vanina Molo et moi-même, avec les membres de l'entreprise dans un comité de pilotage de la recherche. Bon, c'est important de dire qu'à partir de cette méthodologie, on a dû, comme c'était un travail de recherche, on a dû prendre des données de recherche de tout ce qu'on avait fait jusqu'alors. Donc la deuxième phase, elle a duré 4 séances dans chacune des 4 sites qu'on a mis en place le traitement de SAFE. Et puis la troisième phase, c'est une phase qui n'est pas finie. En fait, le but c'est qu'elle n'est pas une fin, mais en fait c'est de pérenniser ces petits dispositifs qu'on a créés dans le site pilote et puis de le généraliser dans d'autres sites de l'entreprise. Et on a pris également 4 séances des suivis pour prendre des données de recherche. Donc pour prendre ces données de recherche, ce qu'on avait fait, c'était enregistrer toutes les réunions dans la deuxième phase, la troisième phase, et puis transcrire ces réunions et faire une analyse du discours. Ce qu'on avait fait donc, c'était une analyse du discours à partir d'un code qu'on avait développé à partir des principaux variables qu'on pourrait identifier dans une première phase de cette analyse. Et donc ces grandes variables, on a partagé dans 3 déterminants. Donc le premier, la dynamique du débat. Le deuxième, les sujets débattus. Le troisième, la participation des interlocuteurs.
pour chacune de ces grandes variables, on a ciblé des sous-variables. Donc sur la dynamique du débat, les gens pourraient parler soit sur l'analyse des situations, donc on est encore dans une dynamique de réflexion sur les situations qu'on en discute, ou sur le traitement de ces situations, c'est-à-dire des fois on est plutôt dans la réflexion des causes des situations qu'on discute, et puis des fois on est plutôt dans une dynamique d'action dans le traitement de ces situations. On pourrait également parler par rapport au sujet qu'on discutait. Des fois, on était sur les situations terrain elles-mêmes, donc celle qui est sur la photo. Des fois, on était sur les situations plutôt de fond, de ces situations qu'on discute. Donc les causes, les situations par exemple organisationnelles, des situations qui est affichées sur la photo, ce qu'on appelait des situations génériques. Et également, des fois, on était plutôt sur la discussion de l'ingénierie de ces espaces de débat, comment on va faire, comment on s'organise pour qu'on continue à parler donc des situations de terrain. Et puis la participation d'interlocuteurs, donc des fois on était dans la parole, elle était plutôt avec l'animateur du débat, c'est très important de faire la différence. Dans la deuxième phase, le traitement des safe, l'animateur du débat était moi-même, donc le chercheur. Et puis la troisième phase du débat, donc la phase du dispositif de mise en débat, la petite boucle. Donc l'animateur du débat, c'était plutôt le manager de proximité. Moi, j'étais présent jusqu'au temps qu'observateur en fait, pour prendre donc l'enseignement de cette histoire. Donc à partir de là, on a ciblé certains codes et puis et on a identifié dans toute la transcription du discours, on a identifié chaque partie du texte. À partir de ces codes-là, on a commencé à cibler tout ça. À partir du moment où on a ciblé tout le dialogue, on a traité tous ces codes dans le software Chronos. Donc même si c'est pas forcément un software d'analyse du discours, c'est plutôt l'analyse d'activité, l'objet du Chronos. Mais le but, c'était en fait de comprendre l'évolution du discours à partir de ces variables-là, d'une façon chronologique. Et là, le Chronos, il serait très important pour nous parce qu'il nous donne en fait une évolution, par exemple, de l'activité d'une façon chronologique. On voulait la voir en fait sur ce regard-là, d'une évolution du discours chronologique. Bon. On pourrait donc parler des contributions des espaces de débat sur le travail sur le site pilote qu'on a mis en place, le dispositif. Après un an d'analyse sur cette petite boucle qui fonctionnait sur le site, donc la première contribution, c'est l'augmentation de la déclaration et du traitement des situations à risque. Bon, il faut parler là qu'avant, les opérateurs avaient un objectif d'une à deux situations remontées par an par technicien. Donc c'était un objectif managérial. Donc voilà les résultats du Chronos qui montrent justement que dans la deuxième phase, on avait à peu près 82% de situations plutôt dans une dynamique d'analyse et puis 18% dans une dynamique de traitement. Donc on voit en fait que les gens ils passent à la troisième phase plutôt dans un équilibre entre les situations analysées et puis les situations traitées. Donc on voit donc une évolution dans le sens de gens qui réfléchissent beaucoup sur les situations au début et puis qu'au fur et à mesure ils commencent à traiter ces situations-là. On voit aussi donc une contribution sur le type de situation qu'on parle en fait. Donc on a fait une division en fait du type de situation et puis on voit en fait que les situations IND, donc ce sont les situations individuelles qui pourraient mettre en cause les propres opérateurs.
Et puis, donc, il commence, si tout au début de la deuxième phase, il ne remontait pas ce type de situation, mais remontait plutôt des situations liées aux prestataires, à des tiers, aux clients, et aux matériaux, par exemple. Donc, au fur et à mesure, on commence à voir, en fait, que les gens commencent à remonter les situations qui sont plutôt très délicates, en fait, et qui peuvent éventuellement, qui pourraient, dans une dynamique ancienne, mettre en cause leur propre professionnalisme. Cela veut dire en fait que les gens commencent à développer la confiance entre eux et puis entre l'opérateur et le manager de proximité pour remonter ce type de situation. Donc un exemple, un opérateur qui spontanément, il dit je voulais vous dire tout ce qui m'est arrivé avec un disjoncteur. Donc il dit qu'il fait le test avec le disjoncteur, la première phase ok, la deuxième phase boum. Donc un court-circuit sur ces disjoncteurs-là, une situation qui avant, il ne remontait pas du tout, parce que ça peut mettre en cause son professionnalisme, et puis là qu'il remonte ça d'une façon plutôt spontanée. Donc l'expert prévention lui demande s'il avait déjà remonté ça formellement, il dit que non, qu'il remonte ça dans le groupe comme ça pour discuter. Bon. Ensuite, on avait aussi un code très important lié à l'anticipation de situations à risque. Donc, les situations qui éventuellement, qui pourraient dans l'avenir gérer des situations à risque ou des situations graves. Et puis, on voit aussi également que ce genre de situations commence à augmenter, surtout sur la troisième phase. Cela veut dire en fait que les gens ils discutent pas seulement sur les situations passées, mais également sur les situations qui peuvent arriver dans un futur proche. Donc un exemple, voilà un compteur électrique sur le trottoir. Donc c'est la photo ce qu'elle montre là. Et puis donc les gens commencent à parler sur les risques des situations futures probables dans une situation comme celle-là. Donc quelqu'un qui dit bah si tu arrives en astreinte dans la nuit, tu tombes dans le regard. Un autre qui dit voilà 2 fois par an un releveur va galérer pour relever ce type de compteur-là. Un autre, et le manager de proximité qui dit on va se trouver dans une posture contraignante. Et puis un cinquième qui dit voilà si quelqu'un qui marche et qui ne voit pas, qui tombe, etc. Donc des risques sur l'électricien qui va intervenir sur ses postes, sur le prestataire et puis sur le client. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme celle-là pour éviter tous ces genres de situations à risque. Donc on voit encore des contributions sur l'apprentissage du métier, donc des confrontations, des différentes appréciations de risque entre les jeunes et les plus expérimentés, donc des situations d'apprentissage où les plus expérimentés peuvent renseigner, informer et puis donner un peu de connaissances par rapport à des situations à risque pour les nouveaux. Par exemple, il y a un technicien, donc c'est le technicien 2 qui est nouveau et qui demande, voilà, sur cette situation qu'on discute, où est le souci là? Donc, le technicien répond, le technicien 2, il revient avec la question, voilà, et après ça tourne dans le coffret, voilà, le technicien répond, d'accord, j'ai compris, et ça, c'est un CBI intégré, une autre question d'un nouveau, donc le technicien expérimenté répond, et puis après à l'intérieur ils ont mis un tableau sans cesser, donc voilà, et puis il répond, le technicien numéro 1. Et puis le technicien numéro 3, donc il demande, ah oui d'accord, en fait il comprend la situation, le technicien 2 demande, et donc l'agent où le technicien l'ouvre, voilà, et jusqu'à la fin, ah oui, il fallait enlever les patates à l'intérieur, ok, je comprends. Donc un exemple d'une situation, en fait, d'un échange technique, d'un apprentissage de métier entre le nouveau et l'expérimenté. Donc au-delà de ça, on a aussi l'apprentissage du débat lui-même, c'est-à-dire au fur et à mesure que les gens commencent à parler des situations de travail, ils commencent à apprendre à parler des situations de travail. Donc une augmentation progressive du temps de parole, et là c'était le code en fait pour nous, sur certains techniciens qui ne prenaient pas forcément le temps tout au début
de l'approche, et puis qu'au fur et à mesure, ils commencent à prendre progressivement la parole. Donc on voit un code qui montre exactement cela. Donc surtout les techniciens 3, 4 et 5 qui parlaient pas trop au début et qu'au fur et à mesure, voilà, que les sessions arrivent, des discussions sur le débat, ils commencent progressivement à prendre la parole, à parler sur leur situation de travail et à rentrer vraiment dans l'approche. On a aussi des contributions dans le développement du collectif de travail, surtout à partir du soutien individuel et social et collectif, des situations déjà que sont pas forcément des situations très techniques. Voilà, les situations qui sont plutôt intéressées aux managers et aux managers de proximité, mais pour les situations quotidiennes, surtout liées à la sécurité du travail, par exemple, donc des trous dans le parking où les gens peuvent mettre le pied dedans et puis avoir des blessures à cause de ça, et qui les gens commencent à partager aussi ces genres de situations, et aussi le développement de la confiance au sein du groupe, surtout la confiance entre les opérateurs de terrain et puis le manager de proximité. Donc les opérateurs qui, là maintenant, au fur et à mesure que les sessions avancent, que l'approche se développe, les techniciens commencent à remonter les situations, à discuter ensemble, à prendre la parole pour parler de ça, et puis à confier au manager de proximité sur le traitement de ces situations qu'on discutait. Donc cette petite boucle-là, elle a augmenté la confiance des uns et des autres au sein du groupe. Et puis des contributions aussi dans la construction de la santé. Déjà sur l'anticipation de situations à risque, donc à partir du moment où on anticipe des situations de terrain, ça réduit la possibilité des accidents et ça contribue pour notre santé. Et puis dans le sens de l'externalisation des conflits, des buts entre les gens. Donc on sait bien qu'on a plusieurs auteurs actuellement qui parlent que voilà, la santé psychique et psychosociale plutôt, elle est très très liée en fait à l'externalisation des conflits au sein d'un groupe et des conflits des buts surtout. Donc à ce moment-là, on a des travailleurs des niveaux hiérarchiques différents et puis qui peuvent à ce moment-là partager, parler, externaliser, discuter sur des situations communes à eux, sur leur travail réel et éventuellement avec des buts différents entre eux, mais qu'ils partagent à ce moment-là. Donc on voit que les espaces de débat sur le travail apportent des contributions dans 3 niveaux. Donc en premier, des bénéfices dans la gestion de la sécurité. Les gens qui commencent donc à parler des situations de terrain, ils commencent à traiter certaines situations de terrain eux-mêmes, sans forcément, comme c'était avant, on a un enregistrement des situations de terrain sur une base de sécurité pour que quelqu'un d'autre la traite après, et puis on n'a pas de retour après une situation comme celle-là. Un développement du collectif de travail dans le sens du soutien et du développement de la confiance entre les gens, et une contribution à la santé des travailleurs, soit l'anticipation de situations à risque, soit l'externalisation des conflits, et puis une contribution sur la santé psychosociale. Bon, par contre, si on a donc des contributions sur le petit dispositif, on avait aussi quelques difficultés qui nous avaient réfléchi sur d'autres possibilités de situations. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas toutes les ressources pour gérer les situations qu'on discute? Comment trouver les bons interlocuteurs pour gérer certaines situations discutées? Et si on les trouve, les interlocuteurs, comment organiser un retour de ces situations remontées? Ce qu'on avait fait donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où les gens n'ont pas des ressources pour traiter toutes les situations de terrain, c'était justement de co-construire, pas au niveau local, mais dans un niveau plutôt systémique, des canaux de communication entre les gens sur place et puis les autres niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Ce qu'on avait fait en fait, c'était de trouver dans la structure organisationnelle de l'entreprise des outils managériaux et puis des réunions managériales en fait, où les gens puissent se rencontrer, où les gens déjà
ces rencontres d'une façon à peu près régulière pour parler sur des outils managériaux, mais qu'on pourrait à ce moment-là intégrer dans ces genres de réunions et des outils managériaux, qu'on pourrait intégrer voilà, la discussion sur le travail réel issu du groupe local. Donc on a co-construit à ce moment-là avec deux niveaux, donc le niveau de l'expert prévention et puis le niveau de la direction, d'autres blocs de traitement. Cela veut dire qu'à partir du moment où les gens n'arrivaient pas à traiter les situations sur place, on remontait dans une réunion qui s'appelle Commission Prévention Sécurité, dans une commission déjà existante tous les mois entre l'expert prévention et puis les chefs des sites, où à ce moment-là, on prenait 20 minutes ou 30 minutes de la réunion pour traiter les situations où les gens sur place n'arrivaient pas à traiter. Et à partir de ce moment-là, donc, l'expert prévention, il pourrait éventuellement trouver des solutions parce qu'il y avait des ressources pour cela. Et à ce moment-là, il faisait donc un retour pour les gens du site sur le traitement de ces situations. Bon, si l'expert prévention n'arrivait pas à avoir toutes les ressources pour cela, donc dans une autre réunion, c'était la réunion du comité de direction de l'OCODIR, tous les 3 mois entre l'expert prévention et les membres de la direction pour donc justement traiter les situations où ni le niveau local ni le niveau de la prévention pourrait traiter. Donc on a plusieurs exemples comme ça. Donc cela c'est un exemple des coffrets sur au talus où donc par exemple les opérateurs et les techniciens ils considéraient ce genre de situation inacceptable parce que le risque de chute par exemple est très grand, surtout dans les périodes de pluie par exemple, donc ça augmente encore le risque. Et puis donc cette situation a été discutée sur place. Évidemment les gens sur place n'ont pas toutes les ressources, n'ont pas les ressources pour traiter ces genres de situations. L'expert prévention non plus, donc ça s'était remonté au niveau de la prévention qui n'avait pas donc les conditions du traitement. Et puis ça remonte donc finalement au niveau de la direction qui fait directement un travail avec les prestataires pour régler certaines situations des coffrets en eau talus comme celle-là, et également pour prévenir avec les prestataires la pose des coffrets dans ces conditions-là. Donc celle-là c'est justement cette photo, c'est la photo du traitement de cette situation. Et puis une autre situation où la mise du débat local a trouvé des échos, pas seulement dans la direction régionale, mais dans la direction nationale. Donc une situation où il y avait un technicien, un autre poteau en faisant une intervention, et puis il y avait une sacoche d'outils à côté, et puis ça tombe en fait un outil sur de la sacoche, et puis donc il remonte cette situation au groupe en disant que ça pourrait voilà cet outil elle pourrait tomber sur quelqu'un d'autre, sur une voiture par exemple, ou même sur un client, et ça pourrait être très très grave. Donc à ce moment-là il remonte cette situation, et ce qui c'était très intéressant en fait, c'est qu'il y avait d'autres techniciens qui auraient déjà identifié ce type de problème, mais pas forcément, ils n'auraient pas forcément parlé sur ça entre eux, mais il y avait déjà trouvé des petites solutions. Donc il y en avait un que par exemple accrochait la sacoche avec un petit fil avec d'autres matériels pour augmenter la stabilité de la sacoche. Et puis il y avait un autre technicien qui avait pris un morceau de plastique, il y avait mis en fait ces morceaux dans la sacoche pour gagner stabilité, pour éviter le ballon sur lequel les outils tombaient. Bon, donc après toute une discussion entre le groupe, ça c'était évidemment des solutions provisoires, c'était du bricolage.
Mais après la discussion, ça s'était remonté dans un niveau de l'expert prévention, dans la direction, et puis au niveau national, dans le secteur du matériel de l'entreprise, et les gens ont trouvé une solution. Donc les responsables du matériel est venu sur place, sur le site, pour discuter sur qu'est-ce que c'est une bonne sacoche. Et puis les gens arrivent donc dans un prototype d'une sacoche plus rigide, avec des abs magnétiques, une ouverture magnétique. Et puis à partir de ce moment-là, donc ils arrivent à trouver une solution. Donc à partir de ce moment-là, on peut constater certaines contributions, pas seulement au niveau local, mais plutôt au niveau systémique. Donc, contribution sur l'innovation et la performance de l'entreprise. On voit par exemple quand quelqu'un, un électricien, remonte une situation d'amélioration d'une sacoche, par exemple, qui pas forcément a généré un risque, mais qui pourrait le faire. On voit directement une contribution sur l'innovation. Un développement du collectif transverse via des réflexions sur l'autonomie et le pouvoir d'agir local. Donc on voit un dialogue en fait entre des différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise qui là maintenant commence à parler sur les situations concrètes des travail. Ils commencent donc à discuter sur les relations des pouvoirs de ces niveaux. Donc lorsque par exemple le niveau de la prévention donne des portes, des coffrets au niveau inférieur, parce que le niveau inférieur constate des portes, des coffrets cassés sur le terrain, il fait une demande au niveau supérieur, et l'expérimentation donc offre donc 4 ou 5 modèles de portes, des coffrets au niveau inférieur. Il ne donne pas seulement des portes, des coffrets, mais il donne aussi le pouvoir d'agir pour que les gens au niveau inférieur qu'ils puissent régler certaines situations sur place. Une reconnexion du management avec la réalité du travail. Donc si tout au début le management était très éloigné, surtout le management intermédiaire et la direction très éloigné du terrain, là il commence à avoir une reconnexion progressive évidemment, mais il commence à discuter dans les réunions managériales sur les situations concrètes du terrain où les gens n'ont pas de ressources pour traiter dans les niveaux plus bas. Une convergence entre les règles, le discours et les pratiques managériales, dans la mesure où les gens commencent donc à ce moment-là à adapter la gestion, les outils managériels et puis les règles elles-mêmes à partir des situations chaudes, à partir des régulations chaudes, les situations réelles du travail. Donc on a eu par exemple les principes directeurs de la santé et sécurité de l'entreprise qui a été adapté en fonction voilà, des situations et de l'approche qu'on a développée. Donc là maintenant, la gestion, elle motive et elle essaye en fait d'offrir des conditions pour que les gens signalent les événements significatifs du terrain, soit à partir des photos, des vidéos, des récits même, mais à partir voilà, de la co-construction qu'on avait fait entre les managers intermédiaires et puis les gens du terrain. Donc pour finir en fait cette présentation, le but de cette recherche c'était de transformer l'organisation à partir d'une demande qui a été faite sur la sécurité, et pour mettre ça en place, on a co-construit une approche avec les gens du terrain, ce qu'on appelait un débat structuré sur le travail, basé sur 2 piliers. Donc le premier, le développement des espaces de débat sur le travail. Le deuxième, l'organisation des relations de pouvoir et de l'autonomie des gens entre les niveaux hiérarchiques différents de l'organisation, ce qu'on appelait subsidiarité. Et on a constaté en fait 3 grandes contributions, si on peut faire une synthèse de toutes les contributions que ça a apporté. Bon, donc la première, l'approche elle a apporté une réflexion collective, une anticipation et un traitement de situations de risque, une capacité d'adaptation pour chaque situation, c'est-à-dire que les gens maintenant dans différents collectifs de travail, bon, il y a
une réflexion collective entre les groupes et puis entre les groupes des mêmes niveaux hiérarchiques et puis entre les groupes des niveaux hiérarchiques différents. On a également une capacité à se re-questionner en permanence pour répondre à la variabilité de l'organisation. Cela veut dire qu'au fur et à mesure qu'on discute sur le travail, on remonte des situations de terrain, on traite certaines situations, mais ça commence à apparaître d'autres situations en fonction, voilà, de la variabilité du travail, de la dynamicité du travail. Et puis, il y a une capacité de l'organisation, en fait, à s'adapter à chacune de ces situations qui remontent. Et puis, un développement de nouvelles compétences et connaissances, un élargissement des possibilités de situation au fur et à mesure que les espaces de débat sur le travail régis sur le principe de la subsidiarité apprennent les gens, ou font les gens apprendre sur les situations techniques du travail, surtout cette dynamique d'apprentissage entre les plus expérimentés et les plus nouveaux. Donc on voit pour chacune de ces situations qu'on peut développer ou aller dans le chemin d'une organisation résiliente, donc cette organisation où on a une réflexion constante, une anticipation de situations à risque du terrain, une organisation plus fiable, où l'organisation a cette capacité de s'adapter à la variabilité du travail, et un environnement capacitant dans le sens plus actuel du terme, où les gens apprennent sur leur propre travail, sur leur propre activité. Et puis pour finir, donc les limites perspectives de cette recherche, donc les limites, bon, malgré les contributions, c'est encore des dispositifs très liés à des personnes. Donc on sait que voilà, si après toute une construction avec les gens de l'entreprise, les acteurs qui travaillent dans l'organisation, si il y a des changements, par exemple des managers à cette entreprise ou des opérateurs qui ont participé de toute la recherche, on sait bien qu'on aura donc de nouveaux défis à passer. Et une association plus importante des représentants du personnel, même si les représentants du CHSCT et des représentants syndicaux ont participé surtout dans la première phase de cette recherche, lors des définitions des situations à fort enjeu, des définitions de sites, ils n'ont pas beaucoup participé dans les autres niveaux, dans les autres étapes de la recherche, dans la création, par exemple, du dispositif. Et on sait bien l'importance d'intégrer ces représentants du personnel. Donc ça sont les limites et en même temps les défis pour les prochaines recherches sur le sujet. Et pour les perspectives, le développement, développer le débat structuré sur le travail dans d'autres sites, d'autres services, d'autres problématiques, même en ergonomie. On est rentré par la porte de la sécurité, mais on pourrait rentrer par la porte de la santé, par le biais par exemple, de la qualité du travail, de la productivité, de l'innovation, en regardant toujours la question du débat structuré sur le travail et puis les relations de pouvoir entre les niveaux pour traiter ces différentes questions. Favoriser la transversalité du service. Bon, on sait bien en fait que notre recherche a beaucoup travaillé avec les niveaux hiérarchiques dans un sens plutôt vertical, mais on n'a pas trop travaillé avec les services voilà, horizontales, par exemple. Donc l'interface de ces services, c'est une perspective importante de travail aussi dans l'avenir. Et puis alimenter la formation des techniciens par les situations réelles, c'est aussi une perspective importante à partir de cette bibliothèque de situations qu'on a développées, qu'on développe toujours les gens du site sur des situations réelles et sur une discussion là-dessus. Ça serait très important en fait d'intégrer ces genres de situations dans les formations formelles de l'entreprise pour que les nouveaux puissent voilà, avoir des éléments concrets du travail. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je vous rejoins là tout de suite par téléphone. Merci. Allô, Raoni. Bonjour. Donc, on est là. On vient d'écouter ta vidéo. Et donc, les questions devraient arriver.
Donc si tu veux ajouter un petit mot par rapport à ta vidéo, ben, on peut dire un petit mot déjà. Alors, je te transmets les applaudissements suite à la présentation.